3, 2, 1. Here we go! Bonjour à toutes et tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence du cycle des conférences Cyclo Toulouse 2022. Une conférence ce matin consacrée à la recharge maîtrisée des nappes, l'une des solutions possibles face au changement climatique. C'est à cette question que nous essaierons de répondre puisque nous nous poserons la question avec un certain nombre d'intervenants concernés par ce sujet, sachant que la région Occitanie fait face à des situations contradictoires d'augmentation des besoins domestiques, agricoles, industriels, en eau bien sûr, liées à son activité et au contexte climatique défavorable qui impacte un peu plus d'année en année les débits des cours d'eau. Et sur le fleuve Garonne, en amont de Toulouse, son débit est soutenu naturellement par les apports du massif pyrénéen, mais des solutions doivent être construites afin de conjuguer à la fois la satisfaction d'usages raisonnés et l'anticipation de difficultés liées à la protection de l'environnement. La recherche d'un large panel d'économies et de solutions est soutenue par de nombreux acteurs, dont nous entendrons quelques représentants à l'occasion de cette conférence. Réseau 31, par exemple, le BRGM et Aquavalais proposent de mettre en avant, lors de cette table ronde, les principes et les bénéfices espérés d'une recharge maîtrisée des aquifères, de présenter leurs démarches scientifiques et expérimentales et plus largement des solutions de gestion intégrée et durable de la ressource en eau. Ils seront entourés de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et de la FNCCR, dont je vous présenterai les participants dans un instant, et à commencer par Madame Cyrielle Vandeval, qui est chargée justement à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, chargée de mission, gestion et protection des ressources en eau. Madame Vandeval, vous êtes avec nous en visio. Bienvenue à distance. Merci pour votre présence et votre disponibilité ce matin. Et vous serez accompagnée, si je puis dire, pour planter le décor de notre sujet en cette première partie, par Madame Françoise Goulard, que j'invite à me rejoindre ici sur cette estrade. Madame Françoise Goulard, vous êtes conseillère recherche prospective à l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Voilà pour les présentations de nos premiers intervenants. Je vais vous passer la parole, Madame Vandeval, sans plus attendre. Si vous voulez bien nous faire part de votre présentation. Je vous demande un tout petit instant. Madame Goulard, je précise que vous nous présenterez le contexte local sur le bassin Adour-Garonne avec quelques chiffres clés, le plan d'adaptation au changement climatique et l'engagement politique autour de l'entente pour l'eau. Madame Vandeval, je vous laisse commencer si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Très, très bien. Donc, okay. Effectivement, donc, comme vous le disiez, le changement climatique nous oblige de plus en plus à nous adapter. Et l'eau est un bien commun pour lequel tous les acteurs doivent s'engager dans une démarche résiliente de gestion et de préservation des ressources. Donc, en ce qui concerne le contexte national, on voit bien que les précipitations sont assez irrégulières et imprévisibles. Le projet Explore 2070 prévoit notamment une baisse du débit moyen annuel dans 100% des bassins, de 10 à 40%, et une baisse encore plus importante des débits d'étiage, évidemment sur fond d'évolution très incertaine des précipitations, avec toutefois un accord sur une tendance à la baisse des précipitations en été et une probable hausse en hiver. Cependant, le simple fait que la saisonnalité des précipitations change va diminuer la ressource mobilisable avec une diminution moyenne attendue de 15% sur l'ensemble des bassins. Donc, en ce qui concerne plus particulièrement la période actuelle, puisque nous avons eu un comité d'anticipation et de suivi hydrologique très récemment, dont je vais pouvoir vous en dire quelques mots.
Donc, malgré un été 2021 très pluvieux, la région Occitanie, où vous vous trouvez actuellement, n'a pas été épargnée par la sécheresse. Mais je laisserai Madame Goulard revenir sur la région. Ce qui est prévu en 2022, donc pour l'instant, on a quand même un déficit national de recharge des nappes, donc de moins 70% par rapport à la normale, et qui est donc cette recharge des nappes en dessous des 4 années précédentes, avec toutefois donc du côté de Toulouse une recharge plutôt normale. S'ajoute à cela un scénario pour le moment d'un printemps plutôt sec et chaud qui est assez probable. Donc, la transition vers des pratiques plus économes en eau et plus respectueuses de l'environnement semble inévitable pour tous les usagers de l'eau. Et il est nécessaire d'impulser ces transitions pour anticiper les difficultés que nous allons rencontrer avec la hausse des températures, notamment en été, et la diminution des ressources mobilisables. C'était d'ailleurs déjà l'un des principaux sujets de la seconde séquence des Assises de l'eau, avec deux groupes de travail notamment, dont chacun traitait l'un des économies d'eau et l'autre du partage de l'eau. Pour rappel, donc les Assises de l'eau, dont la seconde séquence s'est conclue en 2019, mobiliser toutes les parties prenantes autour de l'eau, donc l'État, les collectivités, ainsi que tous les acteurs économiques, notamment donc les acteurs de l'hydroélectricité, le monde agricole, les associations de consommateurs, de protection de l'environnement et les chambres consulaires et bien d'autres acteurs encore. Et ces assises de l'eau ont abouti à des propositions concrètes en vue de répondre aux enjeux à venir en matière d'eau, notamment face aux effets du changement climatique. Et le groupe Économie d'eau avait notamment formulé des propositions pour encourager donc, tous les acteurs aux économies d'eau, notamment les collectivités, l'agriculture et les entreprises via des politiques d'incitation aux économies d'eau. Tout récemment, la FNCCR a également participé au Varenne agricole de l'eau et plus particulièrement à la thématique 3 qui était donc plus particulièrement sur le sujet de la mobilisation des ressources en eau pour l'agriculture. Ce Varenne a été l'occasion de partager toutes les nouvelles connaissances acquises ces dernières années sur la ressource en eau, son évolution et les effets du changement climatique. Le partage de connaissances était très riche et il nous semble dommage que les conclusions du Varenne ne découlent pas totalement de manière logique de tous les éléments partagés, notamment dans la priorisation des propositions qui ont été retenues et qui sont fortement centrées sur l'accélération des projets de territoire pour la gestion de l'eau et la mobilisation de ressources supplémentaires, délaissant quelque peu les solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Il nous semble que les PTGE ne peuvent se réduire à mobiliser de nouvelles ressources en eau. Ils doivent favoriser l'équilibre et la sobriété. Et tous les scénarios d'adaptation doivent être étudiés en mettant en perspective leur impact sociétal et environnemental, y compris à long terme. Il s'agit donc d'anticiper, d'explorer tout le panel de solutions qui s'offrent à nous, et il me semble que les 2 projets de recharge maîtrisée des nappes qui nous seront présentés en deuxième partie font partie des solutions à explorer pour anticiper et s'adapter au changement climatique. Le Varenne, intervenu donc, alors même que les actions issues des assises de l'eau ont à peine commencé à être déployées, notamment le décret du 23 juin 2021 qui était relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, fait l'objet d'ores et déjà d'une modification par un projet de décret qui est en cours de consultation en ce moment même. Voilà pour le contexte national.
Merci beaucoup, Madame Van Waal. Effectivement, merci pour cette entrée en matière avec le contexte national. Quelques rappels particulièrement intéressants pour nous fixer les idées quant aux conclusions et aux objectifs des assises de l'eau. Et puis ces informations pour terminer sur le Varenne de l'eau, les conséquences, les impacts pour les territoires et les collectivités. Et je vous propose de faire un focus maintenant au niveau régional. Madame Van Waal, nous laissons votre micro ouvert. Donc si il y a des questions à votre intention tout à l'heure, vous pourrez y intervenir quand vous le souhaitez, hein, et à tout moment d'ici là. Madame Goulard, donc vous êtes conseillère recherche et prospective à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, pour celles et ceux qui nous ont rejoints depuis, vous allez nous faire une présentation de ce contexte local sur ce bassin à Dour-Garonne avec quelques chiffres, quelques informations quant aux objectifs, au plan d'adaptation au changement climatique, ainsi que l'engagement politique général qui peut être constaté, partagé sur le terrain. Oui, merci. Alors en fait, je voulais donc présenter le contexte un peu plus régional et notamment partir du constat que le changement climatique est déjà une réalité sur le bassin. Vous avez à gauche l'évolution des températures et l'évolution des précipitations. Des données produites par Météo France pour vous dire que depuis les années 80, on a quand même gagné plus d'1 degré de température et que le traitement des données en termes de précipitations montre quand même que depuis les années 60, le sud-ouest globalement connaît un peu moins de précipitations et le nord de la France un peu plus de précipitations. C'est la carte qui est à gauche, hein, je précise. Hein, alors, c'est la carte qui est plutôt au centre. Rouge, voilà. Les points rouges, c'est des endroits où il pleut moins depuis les années 60. Et les points verts, des endroits où il pleut plus depuis les années 60. Globalement, donc, les cartes de droite, qui représentent l'évolution des débits à l'échéance 2050, montrent que le sud-ouest est particulièrement concerné. Et la carte en jaune, c'est plutôt les baisses de recharge des nappes. Et donc c'est bien la question aussi d'aujourd'hui, c'est qu'a priori il y aurait des baisses de recharge du fait de cette variabilité des précipitations et donc tout l'intérêt d'essayer d'infiltrer davantage de l'eau dans ces aquifères. Du coup, globalement, sur le bassin à Dour-Garonne, on a l'habitude de parler de chiffres clés avec globalement pour 2050, si on a une augmentation de température de plus 2 degrés, alors on aura de l'évapotranspiration augmentée de l'ordre de plus 10 à plus 30% et une baisse du manteau neigeux qui est notre stock naturel d'eau, une baisse du manteau neigeux sur les massifs de l'ordre de moins 35 à moins 60%. Ce qui fait qu'on s'attend à des baisses de débit des cours d'eau de moins 20 à moins 40%. Donc un peu plus dans le sud-ouest au regard des autres bassins en France. Ce qui n'empêche pas non plus d'avoir des phénomènes extrêmes plus fréquents de type pluie torrentielle, notamment sur l'amont des bassins versants. Donc on est quand même très concerné par des problèmes de sécheresse, des problèmes d'étiage, donc les périodes de basses eaux qui seraient plus précoces, plus sévères et plus longs. Et donc des questions autour du ruissellement et de l'infiltration et des questions de baisse de recharge des nappes, même si c'est compliqué à évaluer du fait de l'occupation des sols, de l'évolution de l'occupation des sols. J'ai là une petite carte, un petit graphe qui vous explique en fait à l'échelle du bassin à Dour-Garonne dans son ensemble, on a fait une évaluation de ce que pourrait être le déficit en eau à l'échéance 2050 par rapport à aujourd'hui, si on restait à usage constant, à objectif environnemental constant et à réserve constante. Donc globalement, s'il y avait juste l'impact du changement climatique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, et on passerait d'un déficit de l'ordre de 250 millions de mètres cubes aujourd'hui sur l'ensemble du bassin, à quelque chose compris entre 800 millions et 1,8 milliard. On dit une médiane à 1 milliard, 1,2 milliard. Donc ce qui est quand même énorme, et ce, dans un bassin qui va recevoir plus d'1 million de population en plus. Donc comme vous l'avez dit en introduction, une pression supplémentaire sur la ressource, alors qu'a priori, il y en aura moins. D'où l'importance de trouver des solutions pour s'adapter à cette problématique. En termes de solutions, en effet, le comité de bassin, qui est notre organe, on va dire, politique, a adopté un plan d'adaptation en 2018
où on trouve un panel de mesures qu'il faut combiner localement, et les exemples qu'on verra tout à l'heure nous montrent ça, justement, l'idée d'associer différentes mesures sur des territoires. On a l'habitude de classer les solutions d'adaptation au changement climatique en 3 grandes catégories. Les solutions dites douces, la gouvernance, la connaissance, la planification, dont on a parlé, les PTGE en sont, les projets de territoire de gestion de l'eau, les SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Et dans les mesures douces, je mets aussi les changements de pratique, et notamment les économies d'eau. Donc aller vers une société plus sobre, c'est un changement de pratique, changement de nos habitudes. Il y a aussi les solutions vertes. On en a parlé hier en conférence, les solutions fondées sur la nature, la préservation des zones humides, l'agroécologie, la désimperméabilisation des sols. Là aussi, ça a été évoqué hier. Ce sont vraiment des solutions fondées sur la nature, sur lesquelles il faut compter. Et puis des solutions dites grises, des infrastructures, de la technologie. Et là, on retrouve la réutilisation des eaux usées traitées, qui va être évoquée aussi dans la journée. La recharge active des nappes, qui va être développée là de suite. Et puis la création de retenues, par exemple, de retenues de substitution. Voilà, c'est bien ce type de panel qu'il faut intégrer et combiner localement pour réussir un plan d'adaptation au changement climatique par rapport à la ressource en eau. Voilà. Merci beaucoup, Madame Goulard, pour ces propos également introductifs sur les données et les chiffres clés au niveau régional et les grandes tendances. Pardon, Oui, j'avais juste une dernière diapo qui concernait plutôt l'engagement politique, et je pense que ça c'est important parce que face à l'adoption de ce plan d'adaptation, le comité de bassin, l'État et les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc qui représentent une grande partie de notre bassin Adour-Garonne, se sont mobilisés justement et ont mis l'eau au cœur du projet politique. Et donc c'est important de dire aussi que voilà, au-delà des solutions techniques, il y a aussi un accompagnement politique fort pour aller sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Ce sera une condition essentielle de réussite, bien sûr, évidemment. Voilà, c'est pour ça que c'était important de le dire. Alors justement, à ce propos, Madame Van Val, je me permets de revenir vers vous pour vous demander votre point de vue de votre fédération. Concrètement, quel peut être le rôle des collectivités dans cette gestion quantitative dont on va encore parler aujourd'hui, puisque c'est l'un des sujets phares, évidemment, pour les décennies qui viennent? Oui, alors le rôle des collectivités, effectivement, il a fait l'objet de discussions durant le Varenne agricole de l'eau, notamment en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des PTGE. Puisque il y a eu beaucoup d'interrogations sur l'évolution de la maîtrise d'ouvrage, qui doit porter cette maîtrise d'ouvrage. Et il nous semble que la gouvernance politique des PTGE doit être locale, évidemment, et surtout s'appuyer sur la clé lorsqu'elle existe. Sinon, il faudrait la créer en la dotant de moyens techniques et financiers. Il nous semble que c'est très important que ce soit quand même la commission locale de l'eau qui assure en tout cas au moins une partie de cette gouvernance. La maîtrise d'ouvrage, elle ne peut être portée que par une personne morale. Il nous semble que ce doit être prioritairement une structure existante de type syndicat mixte, PTB, EPAGE ou autre. Et pourquoi pas les EPCI à fiscalité propre ou à défaut une structure à créer. Les collectivités compétentes pour l'eau potable doivent y être associées et il nous semble qu'elles pourraient dans certains cas prendre cette maîtrise d'ouvrage. En revanche, s'il existe bien un article législatif qui accorde aux collectivités en charge du prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine la faculté de contribuer à la gestion et à la préservation des ressources en eau, le décret relatif à la gestion quantitative n'a pour sa part jamais été publié, donc pas d'application concrète de cette possibilité inscrite au Code général des collectivités territoriales. Merci. Oui, allez-y, je vous en prie, vous avez quelque chose à ajouter, non ?
Non, et puis après, donc le rôle des collectivités dans la gestion quantitative, il me semble aussi qu'il doit être aussi en matière d'économie d'eau, les collectivités doivent aussi prendre leur part dans les économies d'eau. Puisque, comme vous le savez certainement, les assises de l'eau ont fixé un objectif de réduction des prélèvements de 10% d'ici 2024 et 25% d'ici 2034. Et donc, les collectivités mènent plusieurs chantiers sur ce sujet-là. D'abord, elles améliorent le rendement de réseau pour limiter les fuites, ce qui était l'objet d'une table ronde, il me semble, Oui, tout à fait, hier. oui. Et puis également, les services publics d'eau incitent leurs usagers, quels qu'ils soient, à réduire leur consommation d'eau et à préserver les ressources. Et notamment, le ministère de la Transition écologique a lancé le Club des bonnes pratiques d'économie d'eau et de tarification suite aux assises de l'eau, afin de faciliter et d'encourager ces actions. Et donc, voilà, la FNCCR anime ce club d'économie d'eau dont la présidence est assurée par Hervé Paul, qui est vice-président de la FNCCR. Et c'est dans ce cadre notamment qu'ont été organisés en 2021 les premiers trophées d'économie d'eau, qui ont fait l'objet en fait d'un catalogue d'expériences récompensées, qui a été publié notamment cette semaine à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Et je vous invite, donc j'invite tous les spectateurs à être vigilants, puisque nous allons lancer les deuxièmes trophées d'économie d'eau cette année, et également 2 webinaires pour partager tous ces retours d'expérience. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, comme je ne l'ai pas encore indiqué, mais comme le savent celles et ceux qui participent régulièrement à ces conférences dans le cadre de Cyclo, l'une des composantes, l'une des caractéristiques de ces conférences, c'est de vous permettre de vous adresser directement aux intervenants, de poser des questions directement. Donc n'hésitez pas à le faire d'ores et déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a Vanessa qui est parmi nous et qui vous passera le micro en temps utile pour ce faire. N'hésitez pas à me faire signe pour ces séquences, dont celle-ci, puisque j'avais encore quelques précisions éventuellement à demander à nos intervenantes pour cette première partie, mais je vous donnerai la priorité, bien évidemment. Madame Goulard, je me permettais de revenir vers vous aussi pour une précision sur les différents chiffres que nous avons vus. Vous avez parlé des évolutions des précipitations, l'évolution du manteau neigeux, etc. Vous avez notamment aussi parlé de l'évapotranspiration, pour lequel il y a des chiffres qui sont assez considérables. Enfin, j'ai l'impression que ça évolue plus vite que d'autres données. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce concept pour les plus profanes d'entre nous, je dirais, et en quoi c'est important ? Oui, alors c'est vraiment le phénomène majeur. Comme ça a été dit précédemment, il y a quand même pas mal d'incertitudes concernant le niveau des précipitations. Mais par contre, l'élévation de la température de l'air implique une élévation de l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau qui part dans l'atmosphère sous forme de vapeur et qui n'est plus disponible pour l'écoulement ou pour l'infiltration. Et c'est vraiment cette augmentation de l'évapotranspiration dans le sud-ouest en particulier, donc plus 10 à plus 30%, qui va donc limiter l'eau disponible, ou les précipitations efficaces, on va dire, l'eau disponible par rapport à l'écoulement et l'infiltration. Donc on a déjà eu tendance à voir cette évapotranspiration augmenter. Et on a notamment sur la période automnale quelque chose qui est assez remarquable, alors ce qu'on commence à appeler l'été indien dans le sud-ouest, mais des températures élevées encore qui donc augmentent l'évapotranspiration et donc diminuent encore la possibilité de l'infiltration ou du ruissellement quand il y a précipitation. Oui, donc c'est un phénomène qui ne paraît pas directement lié à l'hydraulique au sens classique, technique du terme, mais effectivement, ça vient compliquer la tâche en quelque sorte, et c'est un facteur qui vient s'additionner, qui vient s'ajouter et qu'il faut prendre en compte en permanence. Voilà, d'où l'intérêt, j'allais dire, d'essayer de maximiser l'infiltration dans les nappes. Parce que là, dans ces cas-là, l'eau, elle est protégée par le sol et elle ne s'évapore plus.
Merci pour cette précision d'ordre technique. Pas d'autres questions à ce stade, pas de questions de la salle. Madame Van Val, je vais en profiter pour vous en poser une autre, si vous le voulez bien, puisque justement dans toutes les bonnes pratiques qui seront proposées et mises en œuvre à l'avenir, toutes ces bonnes pratiques seront les bienvenues. Mais je me demandais s'il ne fallait pas envisager d'être parfois un peu plus coercitif, et le peut-on? C'est-à-dire, je veux dire, concrètement, est-ce qu'il faudrait conditionner certains usages, certains accès à l'eau, à des usages ou à de bonnes pratiques justement qu'il faudrait suivre obligatoirement, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut conditionner cet accès à l'eau dans certaines situations? Et j'allais dire même dans la foulée, est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser certains usages en fonction justement de leur importance? Oui, il nous semble, en particulier sur les aires d'alimentation de captage, lorsqu'elles sont concernées, il nous semble qu'il faudrait conditionner l'accès à l'eau à des mesures qui permettent un moindre impact des usages sur la qualité de l'eau. Donc, notamment, ça peut être une évolution des usages pour réduire leur impact sur la qualité de l'eau. Par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, on ne peut pas renforcer une agriculture industrielle qui pollue les ressources en eau et qui utilise en même temps énormément d'eau. Le soutien à l'irrigation doit être conditionné à des mesures de lutte contre les pollutions diffuses. Et c'est une question de cohérence, notamment par rapport au financement. Les agences de l'eau, qui sont financées à 80% par les usagers de l'eau et de l'assainissement, ne devraient pas avoir à financer des projets qui vont contribuer à la pollution des masses d'eau. Et si ces projets donc contribuent à la pollution des masses d'eau, ils vont générer des surcoûts pour les usagers de l'eau, donc notamment parce qu'il va falloir aller chercher de l'eau ailleurs si celle-ci est trop polluée, ou la traiter. Et ces usagers, du coup, vont avoir une double peine, en quelque sorte, puisqu'ils vont à la fois participer à l'accès à l'eau pour l'agriculture, par exemple, et participer également pour les mesures de lutte contre les pollutions diffuses, ainsi que pour le traitement de leur eau. Et en ce qui concerne la priorisation des usages, il nous semble que l'eau potable doit évidemment rester prioritaire, sachant que cela ne dédouane pas les services publics d'eau potable et leurs usagers de réaliser des économies d'eau. Et à cet égard, les prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine ont déjà été réduits d'environ 1 milliard de mètres cubes sur les 20 dernières années, sans parler du coup de l'objectif de poursuite de cette réduction qui a été fixé par les assises de l'eau dont je viens de parler tout à l'heure. Et en ce qui concerne le secteur agricole, il nous semble qu'il faut en tout état de cause distinguer l'agriculture qui sert effectivement à la souveraineté alimentaire, c'est important, mais il faut la distinguer des grandes cultures industrielles qui sont destinées à l'alimentation animale, à la production d'énergie ou à l'exportation, puisque leur coût-bénéfice sociétal n'est pas le même. Merci Madame Van Val, je vais être obligé de vous interrompre, hein. Merci pour ces précisions, mais nous allons approcher de la deuxième partie de cette conférence, comme vous le savez, qui sera consacrée à l'illustration concrète de deux projets particuliers qui vont nous être présentés par les prochains intervenants que je vais inviter dans un instant. Mais juste en guise de transition, si vous permettez, Madame Goulard, une dernière question à ce stade, hein, vous concernant, vous restez avec nous. Je me posais la question, suite à une conférence que nous avons consacrée hier aux solutions fondées sur la nature, aux solutions d'adaptation fondées sur la nature, est-ce qu'on pourrait considérer que la recharge des nappes fait partie de ces solutions fondées sur la nature? Alors, tout dépend de comment on définit les solutions fondées sur la nature. On n'est pas là pour être des gens très précis, très basés sur la définition de l'UICN qui date de 2016, où là, il faut vraiment avoir un avantage pour la biodiversité et rendre d'autres services au niveau de la société. Donc là, rendre le service de l'infiltration et de la plus grande disponibilité en eau, on y est. La recharge active des nappes n'a pas forcément d'intérêt direct pour la biodiversité.
Donc si on veut une définition un peu stricte, on va plutôt, et c'est pour ça que quand j'ai présenté ce cercle des solutions, j'ai mis plutôt la recharge active des nappes dans les solutions grises, parce qu'elles sont quand même, elles nécessitent de la technologie, des infrastructures. On peut avoir une définition un peu plus large, le grey-green, donc associer du vert et du gris, et donc se dire ça que peut c'est être quand même... conjugué. On Voilà. peut considérer que dans certaines circonstances, ça l'est, Bah on mais est ce n'est quand pas même... systématiquement des solutions fondées sur la nature. On s'appuie sur l'infiltration qui est un phénomène naturel. Voilà. Donc c'est un peu green. Avec lequel on peut composer quand même. Hein. Voilà, mais D'accord. par contre, voilà, c'est vraiment dans la définition de l'ICN, et je pense que ça a été bien développé hier, c'est aussi un bénéfice pour la biodiversité, qui est aussi quelque chose qu'il faut qu'on préserve sur le long terme. Donc voilà. Et tous ces bénéfices connexes que nous avons évoqués hier, Bien justement. Merci beaucoup, Madame Houdard. Je vous propose d'accueillir maintenant, sans plus tarder, nos prochains intervenants. Monsieur Simon Olivier, chargé de projet eau au pôle Aquavalais. Monsieur Yann Houdard, qui est directeur général adjoint des services techniques du réseau 31, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement, et Madame Anne-Valérie Aubaras, qui est directrice régionale déléguée Occitanie du BRGM, le bureau de recherche géologique et minière. Et vous allez, les uns et les autres, pouvoir nous présenter de manière concrète deux projets. Et je vous propose de commencer par le projet Aquifère, dont va nous parler Simon Olivier pour commencer, qui est chargé du projet eau au pôle Aquavalais. Pour une présentation de ce projet Aquifère, un programme européen de coopération territoriale financé par le FEDER, qui réunit des partenaires espagnols, portugais, avec des profils complémentaires. Il y a des scientifiques, des usagers, des entreprises privées, avec pour principaux objectifs de ce projet de capitaliser, de tester, de diffuser, de transférer un certain nombre de pratiques innovantes pour la protection, pour la surveillance, la gestion intégrée des aquifères. Voilà, je vous laisse nous en dire un petit peu plus, évidemment, sur cette façon de valoriser les innovations en la matière pour la gestion des eaux souterraines. Oui, effectivement, merci. Le projet Aquifère, c'est donc un projet, comme vous l'avez dit, européen de coopération territoriale financé par le FEDER. Alors le FEDER, son objectif principal, c'est de promouvoir justement la coopération pour résoudre des problématiques sur des territoires concernés. Et là, la problématique qui nous préoccupe, c'est la raréfaction des ressources en eau dans le contexte du changement climatique. Donc, nous avons besoin d'une gestion durable de ces eaux souterraines. Alors, les outils innovants, comme l'indique le titre, donc des outils innovants pour l'intégration des eaux souterraines dans un contexte de raréfaction croissante de la ressource en eau, permettent de répondre à des enjeux pour améliorer la connaissance de ces aquifères, de mettre en place un réseau de surveillance fiable et d'impliquer les utilisateurs de l'eau, mais aussi les institutionnels, les administrations. Alors, le projet Aquifère, en quelques mots et quelques chiffres, ça concerne 9 partenaires, donc 3 partenaires académiques et de recherche qui sont le BRGM, l'équivalent espagnol qui est l'Institut géologique et minier d'Espagne et un laboratoire, enfin l'Institut supérieur d'agronomie du Portugal. 3 partenaires qui sont des utilisateurs. Alors le CUADLL, comme vous le voyez à l'écran, qui est la communauté du delta de l'Obregat, la communauté de Regantes à Carthagène et la Compagnie des eaux du Portugal, Aguas do Ribatejo, mais je ne parle pas portugais, alors je vais éviter d'écorcher trop les noms des structures. Et 3 clusters dont nous faisons partie à Aquavalais, aux côtés du Catalan Water Partnership et du cluster portugais. Voilà. Alors, ce projet Aquifère, il a une durée de 30 mois. Il s'étend de novembre 2020 à mai 2023 et il a un budget de 1 650 000 € environ, financé à 75%. Donc son objectif, comme vous l'avez dit en introduction, c'est de capitaliser, tester, diffuser et transférer des pratiques innovantes pour la préservation, la surveillance et la gestion de ces aquifères. Donc ça se décline en plusieurs objectifs qui sont d'améliorer la prise de décision dans la gestion des ressources en eau souterraine, de développer des outils communs dans un contexte de raréfaction de la ressource et de changement climatique, de menaces environnementales, d'améliorer la coopération et le transfert de technologies entre des utilisateurs, des laboratoires de recherche, des universités, des entreprises, et de créer des nouvelles synergies donc, entre des structures différentes. Alors comme vous le voyez à l'écran,
Ce projet, il s'est composé en 4 GT différents. Alors, dans lesquels étaient impliqués les différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure, les Espagnols, Portugais et Français. Le GT1, donc application innovante dans la surveillance des aquifères, se décline en différentes missions qui ont été menées. Alors, ça a été de faire un état de l'art pour les instruments innovants dans la surveillance des aquifères, de mettre en place un réseau de surveillance fiable en temps réel sur le niveau piézométrique, la conductivité, la température des nappes, sur 3 sites, de collecter et d'analyser des données par rapport au pompage et à l'évaluation de la recharge avec des données satellitaires et agrométéorologiques sur le site de Campo de Carthagène, et puis d'étudier la qualité des eaux souterraines dans les zones agricoles. Voilà, donc ça c'était les missions du premier GT sur la surveillance des aquifères. Ensuite, le deuxième GT concernait les solutions avancées de la gestion, cette fois, des eaux souterraines, avec la mise en place d'une modélisation hydrogéologique couplée dans l'aquifère de Campo de Carthagène, de développer un outil de précision du niveau des eaux souterraines pour les mettre en relation avec les différents scénarios climatiques, de mettre en place donc, un projet qui concernait la recharge artificielle de l'aquifère du delta de l'Obregat, avec donc cette recharge avec des eaux superficielles, des eaux de surface, voilà, et de développer des systèmes agricoles adaptés à la rareté de l'eau. Et ces solutions aussi ont fait l'objet d'analyses coût-bénéfice, notamment pour voir si de quelle manière elles sont réplicables en termes de méthodologie et de technologie, notamment à l'échelle du territoire sud-ouest. Alors, le territoire sud-ouest, je ne l'ai pas forcément dit en intro, mais c'est ce qui concerne la zone du projet, donc Portugal, Espagne, et puis les Pyrénées, enfin la partie France pour les Pyrénées. Le troisième GT concerne l'intégration des aquifères dans les schémas généraux de gestion des ressources en eau, avec la mise en place d'un service d'aide à la décision pour la gestion des eaux souterraines, une analyse SWOT. Alors, une analyse SWOT, c'est on évalue les forces, les faiblesses, les menaces. Voilà, les opportunités. C'est ça, et les opportunités de l'utilisation conjointe de l'eau dans un contexte d'économie circulaire, de gestion intégrée, etc. Et puis de réaliser des documents pédagogiques sur le cycle hydrogéologique de l'eau. Et enfin, le quatrième GT, donc, que vous voyez en jaune à l'écran, concerne l'analyse et la promotion des possibilités d'application des solutions innovantes sur le territoire sud-ouest. Donc. Alors, cette partie, c'est celle qui nous a concerné plus précisément, nous, Pôle Aqua Vallée, ainsi que les 2 autres clusters portugais et espagnols. Il s'agissait, donc, il y avait 2 axes. Tout d'abord, recenser des pratiques innovantes. Donc 10 pratiques existantes ont été recensées par chacun des pôles, donc ça fait 30 pratiques innovantes, qui ont fait l'objet d'une enquête, d'entretien et d'une fiche pédagogique qui a été réalisée, qui est résumée, voilà, pour cette pratique. Et dans un deuxième axe, le but c'est de les diffuser. Alors de les diffuser via une plateforme web transnationale qui va être développée dans les semaines à venir et qui verra le jour en octobre 2022. Et sur ce site internet figurera donc les 30 pratiques innovantes dans les 4 langues du projet, alors c'est-à-dire français, portugais, espagnol, plus l'anglais. Ce site en fait permettra déjà donc de valoriser ces pratiques innovantes, mais de mettre aussi en relation les gens qui le souhaitent avec les porteurs de projets, etc. C'est pourquoi vous parlez d'annuaire, puisque l'idée c'est un annuaire, contacter les acteurs. Ouais. C'est ça. Et donc voilà, c'est un site qui permettra d'avoir cette documentation-là disponible en octobre 2022, comme je vous le précisais. Et je vais terminer en illustrant un petit peu quelques pratiques innovantes que nous avons recensées parmi les 10 pratiques qu'on a listées au sein du pôle Aqua Vallée. Tout d'abord, la datation des eaux souterraines par CFC et SF6. Alors, ce sont des gaz, alors c'est chlorofluorocarbures et puis les hexafluorures de soufre, pardon. Alors en fait, la méthode, c'est une méthode innovante de datation des eaux souterraines, notamment pour voir le temps de renouvellement des aquifères quand elles sont contaminées par des pesticides et des nitrates. Alors c'est porté par le Condat Eau, qui est une plateforme de l'Université de Rennes.
Une deuxième pratique que vous voyez en bas de l'écran, c'est MétéoNap, qui a été porté par le BRGM et qui est un outil de suivi et de prévision des eaux souterraines. Alors c'est une plateforme qui est innovante du coup et qui permet de voir sur 13 sites pour l'instant en France l'évolution des nappes souterraines dans le contexte toujours de changement climatique et de raréfaction de la ressource en eau. Maintenant, le projet SMD, donc Subsurface Monitoring Device, c'est un projet qui a été développé par l'entreprise Imageo et qui est un outil en fait, de gestion des eaux souterraines pour le suivi des intrusions salines. Donc peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec le principe du biseau salé, qui est que lorsqu'on a un aquifère en zone côtière, la zone de séparation des eaux douces et des eaux salées peut reculer vers les terres, ce qui conduit à une contamination des cultures notamment. Et en fait, là, la technologie, c'est comme on le voit, peut-être vous le distinguez à l'écran, tout le long d'un forage, d'avoir des capteurs qui permettent sur toute la hauteur de l'aquifère de mesurer la salinité de l'eau, de la nappe, sur toute sa hauteur. Là, j'imagine que ça peut intéresser au premier chef vos collègues espagnols et portugais qui sont très très concernés par ce phénomène. Voilà, exactement. Et la plateforme, donc une dernière innovation, qui est la plateforme de modélisation hydrogéologique nationale, AquiFR, qui vise en fait il y a eu plusieurs travaux de modélisation en France qui ont été réalisés, et cette plateforme, elle permet de les mutualiser, de les regrouper pour avoir des prévisions sur les eaux souterraines de 10 jours à 6 mois. Et donc c'est une plateforme qui permet de valoriser en fait ces travaux de modélisation qui ont déjà été effectués. Voilà, donc pour terminer, je rappelle que la plateforme web transnationale qui listera les pratiques innovantes sortira en octobre 2022. La finalisation du projet, c'est avril 2023. Et dans la continuité, cette plateforme aura une vocation à évoluer. Et puis, je voudrais rajouter que ce projet, en fait, même s'il y a des choses très vertueuses et au niveau technique qui sont assez poussées, on va dire, qui ont été réalisées, je trouve que la prouesse aussi, c'est de faire un projet qui s'articule avec des partenaires portugais, espagnols, français. Donc ça fait déjà 3 langues, à laquelle vous rajoutez une 4e parce qu'il y a des catalans. Et par-dessus laquelle vous rajoutez l'anglais, puisque c'est la langue qui nous permet d'échanger de manière fluide. Donc c'est là aussi où ça montre une belle coopération entre pays européens. Et je pense qu'au regard de l'actualité, c'est important de le préciser. Ben merci. Merci. Et bravo pour ce beau projet. Juste pour information, Oui. pour celles et ceux que ça intéresserait, est-ce que dans l'attente de la publication de la plateforme et de l'annuaire en octobre 22, Oui. est-ce qu'il y a une actualité accessible sur les projets en cours, au moins au niveau du pôle, par exemple, du pôle Aquavallée? Est-ce que vous en parlez, vous communiquez là-dessus? Alors sur les projets, vous voulez dire Les projets que vous avez présentés. Alors pour l'instant, quelques exemples que vous nous avez montrés. Pour l'instant, ils ne sont pas en ligne, donc c'est pas. Voilà, nous, on communique pas dessus pour l'instant. De manière synchronisée avec vos partenaires. C'est ça. Merci beaucoup Simon Olivier, donc chargé de projet eau au pôle Aquavallée, déjà largement représenté ce pôle depuis hier à travers différentes conférences, et merci encore pour ce nouveau témoignage. Je vous propose sans transition de passer à la présentation du second projet qui nous intéresse en matière de retour d'expérience, si je puis dire, en tout cas d'actualité de ce projet qui s'appelle Air Garonne, R apostrophe plus loin Garonne, dont va nous parler à deux voix Yann Houdard, qui est directeur général adjoint des services techniques communs de Réseau 31, et Madame Anne-Valérie Aubaras, directrice régionale déléguée Occitanie du BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minier, pour une présentation de ce projet avec quelques principes et bénéfices espérés d'une recharge maîtrisée des aquifères. Vous nous présenterez également les démarches scientifiques et expérimentales en cours, et plus largement les solutions de gestion intégrée et durable de la ressource en eau que vous pouvez espérer à travers ce projet. Je me permets de préciser au passage que Réseau 31, que je viens d'évoquer, est à l'origine de l'organisation de cette table ronde que vous avez pilotée, et nous vous en remercions parce que c'est l'occasion de faire aussi un point sur toutes ces innovations et de rester parfaitement en prise avec cette actualité particulièrement intéressante. Madame Aubaras, c'est peut-être vous qui commencez, je ne sais pas. Oui, c'est moi. Je vous en prie. Du coup, et je commence. Je vous propose en fait de revenir
c'est bon. Je vous propose de revenir moi sur les termes et notamment le terme de recharge maîtrisée que nous évoquons depuis ce matin. C'est sûr qu'autour de la table on est très familier parce que c'est notre quotidien, mais peut-être que vous dans le public c'est peut-être moins connu. Tout d'abord, la recharge, c'est avant tout un phénomène naturel. Comme vous le savez, les pluies hivernales et début du printemps, lorsque la végétation est endormie, toute l'eau qui va tomber sur le bassin, sur les terres, va s'infiltrer progressivement et va venir recharger la nappe. Ça veut dire augmenter son niveau. Et puis, lorsqu'on arrive au printemps, que la végétation s'épanouit, d'une part, elle va venir prélever de l'eau dans la nappe, mais également toute l'eau qui pourrait tomber va être reprise par le terme qui a été défini auparavant, l'évapotranspiration. Et donc, on n'a plus une goutte d'eau qui va tomber, ne va rejoindre la nappe. Et donc, on va avoir comme ça une décharge de la nappe jusqu'en septembre-octobre. Puis à nouveau, l'hiver reprend et on recharge. Et donc c'est ce cycle annuel hydrogéologique, recharge, décharge. Ça c'est vrai pour les nappes superficielles, ça peut être un peu différent pour des nappes très profondes. Et du coup, c'est bien ce phénomène naturel qu'on va venir amplifier via des dispositifs artificiels d'infiltration. On va essayer de sur-recharger la nappe. Et cette définition qui date des années 60 explique pourquoi en France, jusqu'à encore très peu, on parlait beaucoup de recharge artificielle. Mais depuis quelques années, on parle plus de recharge maîtrisée des nappes, ou MAR en anglais. Donc la définition, c'est toujours de recharger les nappes, soit pour stocker de l'eau et la déstocker, soit, et on a introduit une nouvelle notion, c'est de recharger pour un bénéfice environnemental. Et donc moi, dans bénéfice environnemental, je suis un peu plus large, je mets aussi tous les milieux aquatiques et du coup aussi la biodiversité qui peut lui être associée. Mais ça, c'est de la sémantique pas forcément très importante. Mais en tout cas, vous nous partagez une information importante en soi, parce que nous sommes en train de parler d'innovation, nous sommes en train de parler d'expérimentation, et puis dans votre bibliographie, on voit déjà une mention de recharge artificielle en 1959, ça date pas d'hier. Puis je peux même vous dire qu'on peut remonter bien avant, surtout ici à Toulouse, 19e siècle, fin du 19e siècle. On pratiquait déjà. À Portée-sur-Garonne, on prélevait déjà de l'eau de la Garonne dans une galerie drainante qui était reprise ensuite, repompée et envoyée au château d'eau que tout le monde connaît, à la Prairie des Filtres, qui est aujourd'hui musée. Donc non, on revient sur des principes mais qui étaient aussi existants. Qui étaient déjà connus, très bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de recharge maîtrisée des nappes. Dans la société, on ne connaît pas forcément ce terme-là, c'est pas important, mais l'idée elle est là. Et notamment le comité citoyen qui avait été mis en place de façon innovante par le conseil département de la Haute-Garonne dans le cadre de son PTGA Garonne-Amont, qui avait constitué ce comité. L'une des propositions qui avait été faite, donc dans leurs termes, c'était la réalimentation des nappes forcées. Donc c'est la même chose, mais les termes diffèrent un peu. Deuxième page sur la définition, en fait, c'est que là, on va parler, vous avez vu, de recharge maîtrisée pour un bénéfice environnemental. On va pouvoir parler de recharge environnementale. Et pourquoi ce terme? Si vous regardez le schéma d'en dessous, toujours un phénomène naturel. Lorsqu'on est en hiver, que les rivières sont plutôt hautes, elles vont avoir tendance à alimenter la nappe. Une rivière, ce n'est pas une cuvette étanche qui n'est pas en lien avec sa nappe. A contrario, lorsqu'on est en pleine période sèche, les rivières continuent de s'écouler alors qu'on peut avoir des semaines sans pluie. C'est parce que la nappe vient alimenter la rivière. Et en fait, c'est sur ce phénomène-là qu'on a bâti le concept de recharge environnementale. Et c'est comme ça qu'est né le projet Air Garonne, Air pour recharge et recharge de la Garonne. Alors, ce projet,
il est venu pour répondre, on va dire, à deux grands plans. Le plan d'adaptation au changement climatique à Dour-Garonne que nous a présenté Françoise, et puis plus précisément, vu le territoire, pour le projet, le PTGE Garonne-Amont, porté par le conseil départemental 31, qui, dans son plan d'action, avait prévu une action sur la recharge. Alors, au stade où on en est, c'est pas il faut mettre en œuvre, c'est est-ce qu'on peut recourir à une recharge environnementale de la nappe alluviale de la Garonne pour soutenir le débit d'étiage, c'est lorsqu'on a vraiment les débits les plus bas. Soit en direct, soit on va réduire les prélèvements directs dans les cours d'eau par report de ces prélèvements dans la nappe qui aura été préalablement rechargée. Alors, ce projet, c'est un projet de recherche appliquée. Il a deux grandes phases. Une phase d'expérimentation. Est-on en capacité de recharger une nappe dans des quantités suffisantes pour que c'est un vrai impact, enfin un vrai effet bénéfique sur la Garonne ou ses alluvions? Et quels sont les dispositifs auxquels on peut recourir avec, et ça Yann va le présenter juste après, l'idée de ne pas créer, pour ne pas artificialiser un peu plus, de ne pas créer des grandes infrastructures grises, mais plutôt essayer de s'appuyer sur une structure séculaire existante et à faire une infiltration un peu plus douce. Et la deuxième grande phase de ce projet-là, c'est d'évaluer quels ont été vraiment les bénéfices mesurés par cette expérimentation et aussi d'évaluer quelles ont été les contraintes, les impacts énergétiques ou environnementaux. Et derrière, c'est de proposer ces résultats à la communauté plus large de la gestion de l'eau et de répondre, est-ce que la recharge peut être une des solutions alternatives aux réserves pour le soutien d'étiage de la Garonne, avec une volonté derrière, si ça s'avère concluant, de rendre cette expérimentation de façon opérationnelle. Et donc, comme ça a été rappelé ici, ça fait partie des 32 actions du PTGE. Merci Madame Aubaras. J'imagine que Monsieur Houdard va pouvoir compléter, nous en dire un petit peu plus sur le projet. Et je vois que vous affichez déjà une carte qui va nous permettre de nous transporter un peu plus concrètement sur le terrain encore. Alors, dès le début, quand on a monté ce projet, il y avait une vision extrêmement pragmatique des solutions à apporter, et en particulier d'utiliser le canal de Saint-Martory qui dévie gravitairement les eaux de la Garonne sur les coteaux du Savès et ensuite en direction de la plaine toulousaine, et qui a un réseau, en fait, un chevelu de canaux et de rivières qui sont en fait réalimentés et dans lesquels il y a plusieurs usages. L'usage eau potable pour près de 200 000 habitants, y compris de la métropole toulousaine, de l'usage d'hydroélectricité, de l'usage industriel, de l'usage environnemental, puisque, comme je l'ai dit, ça réalimente des cours d'eau. Donc, un ouvrage qui est ancien, qui est là dans le paysage haut-garonnais depuis très longtemps, et que, en fait, on pourrait utiliser, et qui déjà finalement contribue à une recharge des aquifères dans ces sols perméables. Voilà, donc il y avait déjà se dire, ça existe, on sait que par endroits, on a justement des difficultés pour faire fonctionner certains canaux qui ne sont pas bétonnés parce qu'il y a une infiltration importante. Et bien donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette structure pour justement amplifier ce phénomène d'infiltration? Je rappelle que c'est un ouvrage qui est une propriété du conseil départemental de la Haute-Garonne,
et qui est mise à disposition de Réseau 31 dans le cadre d'une transfert de compétences. Donc, dans le débat sur le Réseau 31, qui est un syndicat mixte, hein, donc dans le débat qui est évoqué par la FNCCR, finalement, qui est compétent pour finalement intervenir dans la gestion quantitative. Alors, c'est un héritage historique hein, la création de cet ouvrage, mais il n'empêche que voilà, il y a des collectivités qui prennent le pas et qui investissent sur cette gestion quantitative. Suivant. Ah, pardon. Donc concrètement, le déroulement de l'étude, on a monté un groupement, une collaboration entre le BRGM et Réseau 31. Alors, c'est vrai que le BRGM aussi, c'était l'idée, c'est qu'il y a, nous, de notre côté, une infrastructure hydraulique existante, une très bonne connaissance du fonctionnement des ouvrages, et inversement, le BRGM aussi a une bonne connaissance scientifique du secteur. Hein. C'est ça. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des modèles hydrodynamiques des nappes dans la plateforme Aquifère. On a développé, il y a déjà plusieurs années, hein, avec l'agence de l'eau, un modèle qui simule cette nappe alluviale, dans lequel on étudie les échanges de nappes rivières. Donc c'est sur cette connaissance-là qu'on s'appuie, plus tout le réseau de surveillance des nappes, et en particulier sur ce secteur-là, quoi. Plus la connaissance géologique. Voilà. Et nous, finalement, la connaissance hydraulique, hein, hydrographique du secteur, avec des stations de mesure, avec même des stations de qualité, de mesure de qualité du laboratoire départemental de l'eau. Voilà. Donc déjà, il y avait un tissu scientifique fort, que ce soit côté ABRGM et que ce soit côté Réseau 31. Et donc se dire, mais finalement, comme on veut amplifier finalement la recherche de nappe, amplifiant notre présence et notre connaissance de ce périmètre, et pour se dire, mais finalement, traduire, est-ce une bonne idée ou pas hein, de se lancer là-dedans. Donc le pas a été franchi, donc c'est un projet de plus d'1,8 million hein, qui va être porté sur 4 ans. Avec bien entendu le soutien de la région, de l'agence de l'eau, du conseil départemental, de Réseau 31 et une contribution également du BRGM. Donc c'est une étude qui finalement ne coûte pas directement aux usagers du canal, hein, qui est vraiment là pour enrichir la connaissance scientifique. Donc la première étape, c'est vraiment de caractériser les zones d'études. Se dire finalement caractériser à la fois en termes de géologie, d'hydrogéologie, mais aussi notre capacité à transporter de l'eau sur des zones où finalement la perméabilité permettrait d'envisager cette infiltration. Donc là, c'est vraiment là on est actuellement au cœur de ce sujet, hein, que ce soit côté BRGM et côté Réseau 31. D'arpenter, de chercher, et de commencer déjà à préparer ce soutien. L'autre étape qui est encore en cours et qui est majeure, c'est la concertation, c'est l'information, pour que les différents acteurs comprennent finalement, là on a beaucoup parlé de sémantique en première partie, mais on voit déjà que finalement il y a eu différents usages du vocabulaire, et donc expliquer aux habitants, à la profession agricole. Il y a également tout un réseau, vous imaginez, qui dit perméabilité, dit également présence de carrières hein, et de gravières. Donc oui, il y a également des usages, il y a des infrastructures qui sont conséquentes hein, sur le secteur. Voilà, donc informer, recueillir les retours d'information. Je suis passé vite sur le volet environnemental, mais vous imaginez bien que sur ces secteurs qui ont quand même été beaucoup chamboulés, il y a également des enjeux qui sont importants. Voilà, donc tenir compte de tout ça, avancer, et ensuite sélectionner des sites. Hein, donc on est aujourd'hui, on va dire plutôt dans une phase de présélection, mais ensuite il faudra, le but c'est d'expérimenter sur 3 sites. On va voir 3 ou 4,
ou deux, on verra. On verra vraiment si ceux qui d'expérimenter, de présélectionner et d'expérimenter cette réalimentation. Alors permettez-moi une question de curiosité intermédiaire. Je vous laisse continuer ultérieurement si vous le voulez. Mais justement, puisque vous évoquez les études de faisabilité, vous évoquez une situation finale de site, je me tourne peut-être vers Madame Aubaras pour répondre à la question sur le plan purement technique. Concrètement, quelles sont les techniques qui sont recherchées? Quelles sont les pratiques qui vont être expérimentées en quelque sorte, qui n'existeraient déjà? Voilà. Qu'est-ce que vous allez rechercher comme site particulier? Vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure les possibilités d'exploiter des situations préexistantes, mais vous allez rechercher quels effets supplémentaires, si je puis dire, et par quel biais? Alors, l'objectif, là, c'est d'être en capacité d'infiltrer des quantités relativement importantes. Donc, il faut qu'on ait d'abord un milieu qui le permette. Il s'agit de ne pas saturer tout de suite la nappe. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Deux choses. Un, des terrains très infiltrants, et deux, suffisamment épais, parce que vous imaginez si la nappe, elle se trouve... Si c'est trop brutal. Alors, trop brutal, mais même sinon, vous n'aurez pas une grande capacité de stockage d'eau. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des zones géologiquement favorables. Donc là, pour repérer ces secteurs-là, on fait alors, c'est des méthodes, mais ça s'appelle de la géophysique, c'est-à-dire qu'on mesure des paramètres dans le sol pour obtenir une réponse et estimer à peu près l'épaisseur de ces graviers-là. On va faire des campagnes de forage pour reconnaître réellement ce qu'on pressent. Et puis on va faire des essais de perméabilité, de savoir est-ce qu'on peut infiltrer, des essais de pompage. Enfin, il y a toute une gamme. Alors, ces méthodes-là en elles-mêmes, elles ne sont pas innovantes. Par contre, l'innovation vient sur le fait que, en fait, ça n'existe pas, ce genre de dispositif. Aujourd'hui, aussi conséquent en France, ça n'existe pas. Donc, et puis derrière, lorsque vous avez les terrains, derrière, il faut aussi pouvoir apporter l'eau. C'est ce que j'allais dire, parce que qu'est-ce que ça change par rapport à la situation existante, puisqu'il y a déjà une infiltration qui se fait naturellement. Donc vous allez chercher des sites complémentaires. On va chercher surtout un endroit où on va dévier en hiver voilà, l'eau du canal Saint-Martory, qu'on va infiltrer. Donc là où aussi on est plutôt dans l'innovation, c'est sur le dispositif pour infiltrer. Est-ce qu'on va avoir recours aux fossés qui sont existants, dont on a fait part et qu'on reprofilerait et qui permettrait cette infiltration, ou bien est-ce qu'on va essayer d'étendre, d'élargir un peu ce secteur-là pour pouvoir les infiltrer, avec cette volonté de ne pas faire des grands bassins d'infiltration, comme je vous disais. C'est pour ça qu'on se rapproche sur des techniques plutôt douces d'infiltration. Et donc c'est là où on est en pleine innovation. Merci pour cette précision. Ça permet de bien fixer les idées, de bien comprendre l'aspect technique des choses. Monsieur Houdard, du coup, je vous laisse continuer et compléter votre présentation. Oui, disons que c'était sur la vue d'après. C'est-à-dire que justement, pourquoi plusieurs sites? Bon, d'une part, parce qu'on recherche un débit important d'infiltration, mais aussi pour tester différentes techniques d'infiltration. Donc ça va être du recalibrage de certains fossés. Donc ça veut dire qu'on va chercher du linéaire d'infiltration. Et là, on parle en kilomètres. Ça peut être des zones, des bassins d'infiltration à créer sur des zones, ou alors des fois ça peut être aussi de réutiliser certaines zones de stockage qui aujourd'hui auraient une perméabilité. Donc c'est d'utiliser justement différents panels, un panel de solutions. Donc c'est typiquement cette recherche-là qui est faite. Donc vous avez sur cette vue la zone d'investigation, qui est quand même une zone de 100 km². Alors pour ceux qui connaissent bien la Haute-Garonne, c'est vraiment la partie amont, à partir de Martres-Tolosane jusqu'à un axe Saint-Élix, le Fousseret. Voilà, c'est ce triangle qui est vraiment la zone d'investigation et la zone d'expérimentation qui est menée. Voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le dur sur les volets hydrauliques, environnementaux, mais vous imaginez bien foncier. Je vois Marine en face qui lève les yeux. Voilà, l'acceptabilité, elle est très forte. Il faut la gagner, il faut convaincre. Donc je reviens juste en arrière pour expliquer la suite. C'est-à-dire que derrière ça, il va y avoir
des démarches bien sûr réglementaires, hein, et je ne vous cache pas qu'on essuie aussi des plâtres sur ces thématiques-là. Ce n'est pas courant, mais voilà, il y a des étapes importantes à respecter. Et ensuite, voilà, engager l'expérimentation. Et ce qui va être important, c'est l'évaluation finale aussi. Hein. C'est de se dire, l'important c'est est-ce une bonne idée? Est-ce à l'échelle de la Garonne, est-ce une bonne idée? D'où l'intérêt aussi, on met aussi 3 sites dont la Louge, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur un affluent de la Garonne où peut-être on verra quelque chose de beaucoup plus visible que sur la Garonne. Mais voilà, on est dans cette démarche expérimentale, on met tout pour y réussir en tout cas. Voilà, c'était juste... Merci Monsieur Houdard, merci Madame Aubaras pour cette présentation détaillée. Comme vous le savez, je vais me tourner vers le public, les participantes et participants présents, pour leur demander, c'est ce que je fais sans plus tarder, si vous avez des questions à l'attention de nos intervenants, si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin de précision. Donc n'hésitez pas à lever la main pour ce faire. Monsieur, vous avez levé la main, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous le connaîtraient pas et nous faire part de votre question. Bonjour, Alexandre Besson, Université fédérale toulousaine. Le fait de forcer un petit peu comme ça l'infiltration des eaux, j'imagine qu'on va dans des zones où on a donc une faible résistance. Est-ce qu'on ne va pas diminuer les phénomènes de filtration et réduire la qualité des eaux dans les systèmes, que ce soit la filtration des polluants ou autre truc comme ça, et inversement aussi la limitation de la minéralisation des eaux, pardon. Alors, merci, vous nous donnez l'occasion de parler des aspects qualité qu'on n'a pas évoqués, mais qui font pleinement partie du projet, parce que vous doutez bien, et c'est un petit peu ce que tu as dit sur on essuie les plâtres entre guillemets, mais on n'infiltre pas n'importe quelle eau dans n'importe quel aquifère. Et donc, c'est là où aussi on est assez... dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on va analyser les phénomènes biochimiques qui pourraient éventuellement se produire entre une eau qui est une eau de surface, qui n'a pas forcément tout à fait les mêmes caractéristiques que l'eau qui se trouve dans la nappe, et s'assurer que ça ne provoque pas justement des phénomènes chimiques qui pourraient être qu'on ne souhaiterait pas. Sur la pollution qu'on connaît bien, on fait toute une rétro-analyse là, des mesures qui existent sur la qualité de l'eau du canal Saint-Martory, qui est en fait aussi la qualité de l'eau de la Garonne, pour s'assurer qu'on ne viendrait pas infiltrer des polluants dans la Garonne. Dans la nappe, pardon. Pardonnez-moi, je ne suis pas expert du sujet, mais j'imagine que selon la nature de certains sous-sols, il peut y avoir une contribution plus ou moins positive à l'épuration ou à la dépollution. Je ne sais pas si on peut parler de ça, mais un comportement favorable à la qualité de l'eau finale dans la nappe. Alors, ce serait trop simple, vous allez me dire. Non, pas du tout. Ça l'est. Peut-être que je ferai un petit pas de côté pour revenir là-dessus. Juste, oui, c'est de dire que malgré tout, on infiltre. On garde cette infiltration à travers la zone non saturée. Donc le pouvoir épurateur naturel qui existe avec des pluies, celui-ci va être conservé. On ne va pas faire de l'infiltration directe dans les nappes. Mais ça peut se faire aussi sous... On revient à l'idée de la recharge maîtrisée. Vous aviez vu, c'est on fait de la recharge mais sans mettre... en danger soit la santé, soit l'environnement. Tout à fait. Oui, ça fait partie des conditions d'acceptabilité du projet, évidemment, bien sûr. Monsieur Houdard. Ouais, juste sur ce volet qualité, on a déjà un dispositif de stations d'alerte qui existe, hein, comme je le disais tout à l'heure, du laboratoire départemental de l'eau. On a également, nous, nos stations de mesure. Donc c'est vrai qu'il y a un double... la protection de la nappe peut vraiment intervenir à tout moment. Hein. On a des mesures qui sont instantanées. Nous, avec un dispositif de régulation automatique du canal de Saint-Martory. Donc, ça fait partie des choses à moderniser. Mais en tout cas, on a cette possibilité en cas d'événement. Hein, alors, événement accidentel ou changement subit de la qualité de l'eau. Là, actuellement, la Garonne, avec la fonte des neiges plus intempéries, on a vraiment une qualité qui varie énormément, surtout en cette période de début de printemps. Donc,
voilà, une très forte turbidité ou un événement exceptionnel, un accident, eh bien on a cette capacité très rapidement de pouvoir fermer. Donc c'est justement ce qui a piloté la création, le portage de ce projet, c'est de se dire il y a des outils qui existent déjà, y compris pour surveiller et protéger la qualité des eaux qui seront infiltrées. Merci pour cette réponse. Merci monsieur pour cette question. D'autres mains se lèvent. Alors monsieur, si vous permettez, madame avait levé la main précédemment. On va lui passer le micro pour une question et on vous passe la parole tout de suite après. Bonjour. Bonjour madame. Nicole Fluguer. Je vous remercie pour toutes ces présentations. C'est extrêmement intéressant. Je vais revenir peut-être plus sur la... Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel titre vous vous exprimez? Je ne sais pas si vous représentez une structure particulière. Ou... Je représente surtout des structures vous allez comprendre pourquoi, de formation. D'accord, voilà. Très bien, merci. Bon, sachant que je suis moi-même, je suis personnellement ingénieur chimiste, donc... D'accord, voilà. Merci pour cette précision. Donc on est c'est plutôt sur la première partie de l'intervention que je vais revenir. Nous sommes dans un salon de professionnels et qui sont là au service de notre ressource. Bon, je fais partie du comité de bassin aussi. Bon. De notre ressource en eau, qui, comme l'a évoqué les premières intervenantes, est bien un gros problème à court terme et qui va devoir entraîner beaucoup d'évolutions et de changements dans nos pratiques. On a évoqué, il y a une des intervenantes qui a dit il y a des solutions techniques, et ici on est beaucoup dans le technique, des solutions politiques, mais il y a aussi les solutions, le social qui est à prendre en compte. Et ce que je vous disais hier d'ailleurs, il me semble que dans ce salon de professionnels, il y a des professionnels qui manquent. Ce sont ceux justement de l'éducation, de la formation, parce que c'est eux qui vont permettre d'aider les techniciens, les politiques à comprendre pourquoi il faut évoluer, pourquoi il faut changer. Ici, on est entre convaincus de la difficulté et de ce qui va se passer. Mais autour de nous, je suis sûr, au moins 80 ou 90% des gens qui n'ont pas de conscience vraiment de ce qui se passe au niveau du changement climatique. Et donc, il y a des professionnels de la formation, de l'éducation, qui sont là pour aider justement à faire passer, enfin, pas à faire passer, à faire comprendre pourquoi il faut évoluer, changer, économiser. Donc, merci beaucoup, je madame. pense que ça fait partie... C'est un domaine qu'on oublie beaucoup, parce qu'en fait, il est difficile de mesurer l'impact. Une action technique, on sait mesurer, mais une action d'éducation, c'est très difficile. Merci madame pour cette remarque. Monsieur Houdard, du coup, ça m'inspire peut-être une question. Vous évoquiez tout à l'heure la phase de concertation, d'information auprès des acteurs, agriculteurs, industriels, carriéristes, etc. Enfin, carriéristes, je ne sais pas si on les appelle comme ça d'ailleurs, les exploitants de carrière. Voilà, vous m'avez compris. Qu'est-ce que vous pouvez témoigner à ce stade des premiers retours que vous avez? Est-ce que justement, ça fait partie du sujet, ce sujet de la communication, de l'explication des enjeux? Est-ce que vous analysez déjà, vous pouvez observer des réticences, des freins, des blocages qui justement confirment ce que dit madame? Est-ce que la société dans son ensemble ne mérite pas aussi une information plus approfondie peut-être de la problématique, des enjeux dont nous parlons aujourd'hui entre experts, si je puis dire, comme l'a expliqué madame? Est-ce que vous partagez cette approche? Est-ce que c'est une composante importante de l'expérimentation notamment? Alors, nous, on a la chance d'avoir eu le terrain qui nous a été chemin ouvert par le conseil départemental avec son projet de territoire, avec le panel citoyen, et peut-être que M. Fabre pourra en dire un mot après. Voilà, donc c'est vrai qu'on a déjà un terrain qui est préparé. Je dirais que des rencontres qu'on a eues avec les professionnels, c'est vraiment la curiosité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il n'y a pas aujourd'hui d'opposition parce que aussi on est sur la pré-information. Après forcément il arrivera un moment où il y aura des compromis à trouver. Et donc
aujourd'hui, le fin mot, le mot, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'explication, ils veulent comprendre. Les questions qui ont été posées nous ont été posées d'une manière différente. Un agriculteur la posera différemment que finalement une association de protection de l'environnement qu'on a rencontrée également. Donc beaucoup de curiosité scientifique. Donc c'est là où quand on parle d'essuyer les plâtres, c'est-à-dire y compris sur les diagnostics environnementaux, y compris sur l'impact sur les pratiques d'irrigation, voilà, sur les assolements, sur des choses comme ça. Voilà. Alors c'est toute la difficulté de ce projet, c'est que il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'interlocuteurs qui sont intéressés. Donc il faut qu'on avance quand même, pour que ça devienne, cette curiosité ne soit pas non plus un frein à ce qu'on avance, dans En tout cas, c'est plutôt bon signe ce que vous nous dites. S'il y a déjà un minimum d'intérêt, c'est plutôt bon signe. Monsieur, je vous passe la parole. Si je peux me permettre. Pardon ? Monsieur Catto, si je peux me permettre pour répondre à madame qui Alors, a posé une question à s'exprime. l'instant. Ah, c'est madame Vandeval, pardon, excusez-moi. Je cherchais quelqu'un du regard dans la salle, sans passer par les écrans. Mais voilà, ça y est, je vous vois et je vous regarde. Oui, du coup, en fait, j'aurais voulu répondre à madame dans la salle qui a posé une question donc, sur l'éducation, la formation, qui se rapproche un peu de l'information des usagers de l'eau et de leur sensibilisation. Donc c'est bien un des sujets qu'on traite dans le club des bonnes pratiques d'économie d'eau justement. Et l'année dernière, pour la première édition des trophées, il y a notamment un collège qui a été récompensé pour ses actions, puisqu'il récupérait notamment l'eau qui n'a pas été bue dans les cantines, par exemple, pour arroser les espaces verts. Il y avait également des actions de sensibilisation. Donc, il y a quand même des choses qui se font sur le territoire national, des expériences à multiplier, en fait, tout simplement. Okay. Et donc, c'est tout l'objet, effectivement, du club des bonnes pratiques d'économie d'eau, de diffuser, de partager les retours d'expérience pour en inspirer d'autres. Très bien, merci. Et des programmes de reconnaissance à travers les trophées, les remises de prix éventuels, etc., qui font partie de ces dispositifs. Merci Madame Vandeval pour cette réponse. Je vous propose donc d'entendre une autre question de la salle par monsieur ici qui va se présenter également. Voilà, je suis Benoît Vibaud, je suis le directeur de la plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du Grand Sud-Ouest qui a été créée par l'Entente pour l'eau justement. Ils ont la vocation, et je suis très content d'être là aujourd'hui, de diffuser des bonnes pratiques. Donc il faut absolument que je vous voie après la conférence pour voir comment on peut diffuser ces bonnes pratiques, ainsi qu'Aquifer, évidemment. Moi, j'ai deux questions un peu concrètes que m'inspire votre présentation, et puis un commentaire. Vous avez parlé de qualité des eaux, et en particulier des risques, enfin des périodes où vous avez des grosses teneurs de matière en suspension. Donc forcément, pour des projets comme ça, la question du colmatage de long terme se pose. Vous avez imaginé donc sur le très long terme, forcément, vous allez suivre cette problématique du colmatage et l'efficacité, et même peut-être le déclin de l'efficacité à cause du colmatage des fossés ou bien des plans d'eau. Première question. La deuxième question, alors là c'est un peu plus hypothétique, c'est est-ce que vous êtes allé jusqu'à envisager de proposer de l'irrigation gravitaire? Parce que finalement ce que vous cherchez, c'est des surfaces d'infiltration. Moi je suis un ancien de l'agence de l'eau RMC, où dans les canaux provençaux on fait beaucoup d'irrigation gravitaire, et justement on luttait un petit peu contre ça parce que ça consomme énormément d'eau. 5000 m3 d'eau par hectare, c'est quand même gigantesque par rapport à un besoin d'un maïs qui est plutôt de l'ordre de 2000 m3 d'eau par hectare. Est-ce que ça irait jusque-là votre initiative? Est-ce que vous avez pensé à ça ou pas du tout? Vous arrêtez simplement à de la filtration classique. Et puis la petite remarque, c'est qu'il y a... je vous proposais de parler plus près du micro, si vous voulez bien. Voilà. Et l'autre remarque, votre commentaire, donc. Le commentaire, c'est des dispositifs qui existent au Chili, ça s'appelle des amenas, c'est des petits canaux de récupération des eaux de pluie qui sont volontairement non cuvelés, et donc qui garantissent une infiltration locale de l'eau. Et quand il y a un excès d'eau, ces canaux les amènent jusqu'à des réservoirs. Au Maghreb, on connaît les puits d'infiltration locale des eaux de pluie. Et même en France, on a les restanques
toutes les cultures en terrasse, qui avaient ce grand avantage d'avoir un sol horizontal et donc justement de favoriser les... Qui freinait le ruissellement et qui permettait une exactement, infiltration c'était locale. Des grands dispositifs hydrauliques. Bon, ça fait beaucoup de choses. Ça sera peut-être l'occasion pour vous de préciser les choses. Je vous laisse répondre, peut-être Madame Aubaras pour commencer. Oui, pour commencer, donc sur la question de la charge, la turbidité et donc le colmatage, c'est sûr que c'est notre première préoccupation. On connaît, c'est bien connu, parce que si le BRGM, là, on travaille sur ce secteur-là, on a aussi participé à de nombreux projets de recherche là, au niveau mondial, et notamment il y a des pays, on a énormément travaillé, enfin nos équipes en Israël, où la recharge de nappe est très avancée. Donc le colmatage, c'est un phénomène qui est connu. On sait que la Garonne, à ce niveau-là, elle est assez proche des Pyrénées. Donc l'avantage, c'est que l'eau est plutôt de bonne qualité. Le désavantage, c'est qu'elle a encore ce régime un peu montagnard avec une turbidité qui peut être importante. Donc le principe, ça va être plutôt de limiter en amont. Parce qu'une fois que c'est rentré dans le système, étant donné qu'on est plutôt sur des dispositifs linéaires ou des dispositifs, un mix entre naturel, même si c'est des fossés, ça reste quand même une infrastructure assez légère. Oui. On ne sera pas là à venir... je te laisserai compléter, mais à venir faire de l'entretien, on va plutôt essayer de travailler en amont. Et donc là, on va faire une rétro-analyse, mais ça n'a pas encore démarré, sur toutes les mesures qui ont été faites, parce que l'eau du canal, elle est suivie depuis très longtemps. Donc d'essayer de trouver des phases et de voir comment Alors qu'est-ce qu'on fait pour limiter la turbidité en amont ? C'est-à-dire qu'on optimise les moments où on infiltre et on évite d'aller infiltrer de l'eau qui est très turbide. Ah ok, d'accord. On séquence en fonction de la situation du moment. Monsieur Houdard, un mot là-dessus ? Oui, non, il faut bien se rendre compte que c'est une expérimentation. Donc là, sur 3 ans, vous allez apprendre beaucoup de choses, donc ça veut dire qu'il y aura une phase essai en réel sur des ouvrages qui seront pas parfaitement dimensionnés. Ce sera vraiment pour cette part expérimentale. Et ensuite, il faudra qu'on transpose, s'ils sont concluants, qu'on transforme finalement ces ouvrages expérimentaux en ouvrages définitifs. Donc c'est aussi l'un des maîtres mots de ce projet, c'est aussi de la prudence, parce qu'on sait que c'est une science qui est quand même compliquée, l'hydrogéologie, que l'efficacité également sur la Garonne n'est pas aujourd'hui démontrée, donc il faut que donc on y va progressivement. C'est peut-être plus lent que ce qu'on pourrait imaginer, mais on veut le réussir. Sur le sujet de l'irrigation. L'irrigation gravitaire, parce qu'il nous reste très peu de temps pour répondre à d'autres questions éventuelles. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une irrigation gravitaire. C'est-à-dire qu'on a des canaux secondaires dans lesquels finalement les irrigants viennent pomper, ont leurs propres installations de pompage. On a quelques ASA qui ont finalement une irrigation sous pression, mais on est sur cette irrigation gravitaire. Donc dans le projet, on n'a pas prévu de modifier cela. Simplement, comme l'a dit Anne-Valérie tout à l'heure, il y a des secteurs où finalement on pourrait envisager, du fait de la densité des prélèvements, de basculer ces irrigants en eau superficielle, de les basculer en eau profonde. Ce qui fait que ça allégerait la pression durant la période estivale quelque part sur la Garonne, voilà, à condition bien sûr qu'on ait une recharge, une nappe qui soit artificiellement rechargée. Madame Aubaras, ça m'inspire une autre question, puisque vous avez parlé tout à l'heure de solutions alternatives, le fait la recharge maîtrisée ou environnementale comme une solution alternative à d'autres pratiques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, sans parler de sujets qui fâchent ou d'entrer dans une quelconque polémique, est-ce qu'à terme, cela peut être, ici ou ailleurs, une solution alternative à une gestion prévisionnelle de type retenue, voilà, pour rester dans l'irrigation? Alors, je pense que je vais passer la parole parce que c'est pas moi qui suis la mieux placée pour parler. On va demander à l'agence éventuellement. Juste un mot, c'est qu'on parlera de mix des solutions.
on lutte aussi contre ça. La recharge ne va pas devenir la solution, même si l'expérimentation s'avère concluante, il n'y aura jamais une solution qui vient remplacer une autre. Mais je pense que... Madame Goulard, qu'en pensez-vous? Oui, c'est un peu les propos introductifs, c'était ça, c'est vraiment combiner les solutions localement et ne pas laisser croire qu'une solution et encore plus une solution technologique soit la réponse unique, notamment face à l'évaluation du déficit, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc en fait, on a fait quelques estimations en ordre de grandeur et j'aime rappeler, comme la FNCCR, que peut-être la solution la plus efficace, c'est les économies d'eau d'abord et avant tout. Pour notre bassin, c'est de l'ordre de 200 millions de mètres cubes, alors que les premières estimations sur les 2 expérimentations qui vont être menées sur le bassin en termes de recharge active, on est plutôt de l'ordre de 15 à 20 millions. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions. Il y aura aussi besoin sur certains endroits de création de retenues superficielles, dit de substitution. Il y aura besoin de réutilisation des eaux usées. Il y aura besoin, et évidemment, des solutions fondées sur la nature que peut représenter la restauration des zones humides ou l'agroécologie, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi, si elle est développée sur l'ensemble du bassin versant très rural, pourrait apporter des millions de mètres cubes. Donc voilà, il faut quand même raison garder. C'est tout un arsenal, hein. Ce n'est pas une solution plutôt qu'une autre. Absolument. Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur, ce sera la dernière intervention, compte tenu du temps qui nous est imparti. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil départemental et pilote du projet de territoire Garonne-Amont. Et je voudrais intervenir par rapport à plusieurs choses qui ont été dites. La première, ça a été dit, on s'appuie au départ sur un travail avec un panel citoyen qui ne nous a pas donné une mesure, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, qui nous a donné 130 mesures. Et qu'est-ce que nous ont dit les citoyens? Ils nous ont dit de manière très simple, il faut agir sur tous les leviers. Qu'est-ce que vous attendez pour expérimenter des choses? Parce que vous nous dites, et on l'a compris, qu'il y a urgence, mais en attendant, ça tourne en rond dans tous les sens. Et là-dessus, c'est pour ça que moi je suis ravi qu'il y ait cette présentation aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ces expérimentations, mais on a besoin de plein d'expérimentations. Avec Réseau 31, sur le canal de Saint-Martory, en même temps qu'on fait ça, on travaille sur de nouvelles relations avec les agriculteurs pour ne prélever que l'eau qui a besoin au bon moment. En même temps qu'on travaille là-dessus, on travaille sur comment on peut utiliser l'eau des gravières, ça pose plein de problèmes. Donc on a plein d'expérimentations et on a tout de suite, on gagne millions de mètres cubes par millions de mètres cubes parce que la solution miracle qui consisterait à avoir une immense réserve, le milliard etc., de déficit dont parlait Madame Goulard tout à l'heure. Ouais. Ça n'existe pas. Et ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est qu'en même temps, on a besoin de science pour être capable de répondre à toutes les questions. On a besoin d'avoir tous les acteurs qui posent les questions dès le départ, et on l'a bien vu rien qu'aujourd'hui. Voilà, les associations qui s'occupent d'environnement, les scientifiques qui nous posent toutes les questions pour qu'on aille dans le bon sens. Et on voit bien qu'on doit en même temps utiliser le high-tech et le low-tech. Il y a des solutions. On a la chance d'être sur un bassin où on a un canal qui a été fait il y a des dizaines d'années, mais qui aujourd'hui, les dernières interventions ont été intéressantes, qui aujourd'hui, il rend déjà plein de services, et on est en train de dire, oui, mais il pourrait nous permettre de faire des choses que nos ancêtres n'avaient pas prévues, mais qui aujourd'hui seront là. Donc, moi, je pense que ce qui est important, et ça a été dit, c'est qu'il faut qu'on embarque tout le monde sur un projet comme ça, dès le départ. Parce qu'il ne faut pas mener un projet comme ça, et à la fin, qu'on ait des questions en disant « oui, mais vous n'avez pas pensé à ça », et ça, on est contre, et on va bloquer le projet. Donc, embarquer dès le départ, poser toutes les questions, avoir la science qui est là pour nous confirmer que ce qui est qu'une hypothèse pour le moment, c'est une hypothèse. Par contre, si ça marche, il faudra aller vite derrière. Merci beaucoup, Monsieur Fabre, pour ces précisions et ces dernières informations très complémentaires. Donc on a bien compris tout l'intérêt d'anticiper justement pour pouvoir obtenir un certain consensus autour des projets et des solutions alternatives telles que celles qui nous est proposée aujourd'hui et que vous venez de nous décrire. Merci à vous. Une toute dernière question peut-être pour terminer à Monsieur Olivier. Je me posais la question du devenir de cette plateforme que vous nous avez présentée, qui présente de grands intérêts, personne n'en doute, mais qui pour l'instant concerne
les acteurs que vous nous avez décrits tout à l'heure, cette coopération internationale. Est-ce qu'elle a d'autres ambitions, cette plateforme, après octobre 2022? Oui, c'est d'évoluer par exemple, le projet Air Garonne, qui est un projet innovant, pourrait figurer en fait sur cette plateforme. Donc le but, c'est que dès qu'il y a un porteur de projet qui a mis en place une technique innovante, il puisse en fait alimenter le site internet au fil du temps. Le but, c'est d'enrichir votre annuaire de solutions, quoi. Exactement, donc que cette plateforme elle vive et voilà, par l'enrichissement continu de techniques innovantes. Très bien, merci beaucoup. Donc vous avez effectivement un projet candidat pour la suite. Madame Aubaras, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste vous remercier. Merci à vous en tout cas, et c'est ce que je vais proposer aussi à notre public présent, c'est de vous remercier par quelques applaudissements pour avoir bien voulu vous exprimer ce matin devant nous. Merci beaucoup pour votre participation, merci à vous pour vos contributions à travers vos questions, et je vous donne rendez-vous dans une demi-heure maintenant pour la prochaine conférence qui sera dédiée à l'économie circulaire, autour de l'eau bien sûr, avec de nouveaux invités que je vous présenterai en temps utile. Rendez-vous à 11h pour ce faire, à 11h30 pardon. 3, 2, 1.